Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler d'anatomie et de physiologie de l'oreille. Je vous conseille le site qui se trouve ici, si vous voulez aller plus loin par rapport à mes explications. Alors voici un petit schéma anatomique de notre oreille. Donc, à l'extérieur, le pavillon. Ensuite, le petit trou dans lequel vous pouvez mettre le petit doigt s'appelle le conduit auditif externe. Au bout de ce conduit auditif externe, on a une membrane qu'on appelle le tympan. Ensuite, de l'autre côté, on va passer sur l'oreille qu'on va appeler l'oreille moyenne. Cette oreille moyenne se trouve dans un milieu aérien, au niveau de laquelle on va retrouver trois osselets, donc le marteau attaché au tympan, l'enclume, l'étrier qui va lui-même être attaché à une membrane qu'on appellera la fenêtre ovale. Cette oreille moyenne va être reliée à notre arrière-gorge, on va dire, par une trompe qu'on appelle la trompe d'Eustache, c'est-à-dire par un trou qui peut être ouvert ou fermé. Lorsque vous montez en montagne, parfois vous sentez vos oreilles qui se bouchent, ou quand vous allez sous l'eau, parfois vous avez un petit peu mal aux oreilles. Et vous allez devoir faire une petite manœuvre, par exemple en allant sous l'eau, vous allez devoir presser votre nez et puis souffler pour ouvrir cette trompe d'Eustache de manière à rééquilibrer cette oreille moyenne. Par rapport à quoi? Et bien par rapport à la pression qui se trouvera dans le conduit auditif externe. Parce que si notre oreille moyenne a une pression qui est très différente de la pression au niveau du conduit auditif externe, notre tympan eh bien, va se déformer. Et au-delà d'une certaine déformation, ça va faire mal. Et ça peut même exploser le tympan. D'où l'importance de ces manœuvres pour rééquilibrer les pressions. Ensuite, après notre fenêtre ovale, on va avoir en bleu représenté l'oreille interne. L'oreille interne, elle va être intéressante pour deux choses. Elle va être intéressante pour l'audition, mais elle va être aussi intéressante pour l'équilibre, avec des canaux qu'on appelle des canaux semi-circulaires. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter un autre jour. Ça n'est pas notre objet, par contre on comprend que cette oreille interne fait partie aussi de cette fonction de l'équilibre. Et puis on a un colimaçon, une espèce de petit escargot qu'on va revoir plus tard, qui s'appelle la cochlée, dans laquelle on va retrouver des cellules nerveuses, les cellules de l'audition, celles qu'on avait vues dans la première vidéo, qui étaient susceptibles de se casser, les CCE, et puis on avait vu aussi qu'il y avait les CCI. Les CCI permettront de créer un message auditif qui partira par le nerf auditif pour aller renseigner le cerveau sur ce qu'on entend. Donc bilan, une oreille externe constituée du pavillon, du conduit auditif et du tympan, en tout cas de cette face externe. L'oreille moyenne, toujours un milieu aérien constitué de trois osselets. Et puis l'oreille interne, constituée de deux parties, une partie pour l'équilibre et une partie, la cochlée, pour l'audition. Notre message qui rentre, c'est un message ondulatoire. Et le message qui sort, c'est un message nerveux. Donc notre oreille, on va essayer de comprendre comment on peut passer d'un message ondulatoire à un message nerveux. Donc on va commencer par l'oreille externe. Ici, vous avez des vues du tympan. Donc vous voyez par transparence le manche du marteau qui se trouve de l'autre côté. Donc le tympan, vous voyez, c'est une fine membrane. Alors est-ce que ça sert à quelque chose, ce conduit auditif, ou est-ce que le son est simplement transmis au niveau de ce conduit auditif? Alors vous pouvez considérer ici que lorsque l'on a le son en bleu qui rentre dans notre oreille, eh bien on s'aperçoit qu'en fait il va être amplifié. Vous voyez ici par exemple ce son à cette fréquence-là, pour sa fréquence, va être augmenté de 6 décibels. Donc on a une amplification de notre son. Au final, on s'aperçoit qu'on va avoir un gain acoustique qui peut aller par exemple jusqu'à 20 décibels selon la fréquence bien entendu du son. Ici vous avez donc la fréquence qui est représentée en abscisse et le gain acoustique qui est représenté en ordonnée. On s'aperçoit qu'effectivement, au maximum, on va arriver jusqu'à 20 décibels d'augmentation et que ça varie selon la fréquence. En tout cas, on s'aperçoit que ce sont les fréquences de la conversation qui sont les fréquences les plus amplifiées. C'est assez logique par rapport à notre système de l'évolution, puisqu'on veut entendre ce que nous raconte notre congénère, et donc on va bien entendu avoir une oreille qui aura évolué en même temps que la parole. Donc je retiens, mon oreille externe est capable d'augmenter, d'amplifier la fréquence
d'un son perçu jusqu'à plus 20 dB, et ça dépend bien entendu de la fréquence de ce son. On peut se poser la question de l'intérêt d'avoir deux oreilles. L'intérêt d'avoir deux oreilles, c'est que ça va nous aider à localiser le son. On va avoir un décalage d'arrivée du son d'une oreille par rapport à l'autre de quelques microsecondes, et ça va nous permettre, nous, de comprendre où se trouve ce son, avec une précision assez extraordinaire, puisqu'on peut déterminer à quelques petits degrés près d'où vient le son. Ça, c'était pour l'oreille externe. Intéressons-nous maintenant à l'oreille moyenne. Donc je vais m'intéresser, en fait, ici, à la chaîne marteau, enclume, étrier. J'ai un marteau qui est attaché à une membrane qu'on appelle le tympan, qui va avoir une surface assez importante de 0,6 cm². Alors assez importante, tout est relatif, assez importante par rapport à la fenêtre ovale, puisque la fenêtre ovale, elle, a une surface 20 fois plus petite. Alors, le tympan qui reçoit nos sons avec une certaine énergie, va donc transmettre toute cette énergie sur une surface plus petite, 20 fois plus petite. Ça vous montre une chose, c'est que ce système d'osselet permet d'amplifier notre système. Il va l'amplifier de plus 20 décibels. Donc à nouveau, plus 20 décibels d'amplification grâce à mon oreille moyenne. Je vous rappelle quand même la problématique, c'est que l'oreille moyenne, c'est de l'air, l'oreille interne, c'est du liquide. La transmission de l'air vers le liquide, ça nous ferait normalement moins 30 décibels. Et grâce à la chaîne d'osselet, on vient de dire qu'au final, ce n'est pas une perte que l'on va avoir, mais un gain, une amplification de plus 20 décibels. Plus 20 décibels, parce que vous l'avez compris, mon tympan a une surface qui est 20 fois plus importante que la membrane sur laquelle il va transmettre au final l'ensemble des énergies qu'il aura reçues, un rapport de surface de 20, et ça va nous donner au final plus 20 décibels. Bien sûr, ça va varier aussi selon les fréquences des sons reçus. Passons maintenant donc à l'oreille interne. Nous avons compris que l'oreille externe, nous avons amplifié certains sons de plus 20 décibels, l'oreille moyenne de la même manière. Et puis, donc nous allons arriver dans un compartiment ici qui sera un compartiment liquidien, dans lequel on va avoir des membranes qui vont osciller. Et sur ces membranes, on va avoir des cellules ciliées qu'on avait vues lors de la première vidéo, les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. L'organe, en colimaçon ici, s'appelle la cochlée. Je reprends un petit peu ce qu'on a raconté depuis le début. Vous avez un son qui arrive, donc c'est une oscillation qui va percuter le tympan va se mettre à vibrer, va faire vibrer la chaîne d'osselet, qui elle-même va faire vibrer la fenêtre ovale. Et de l'autre côté, on a un liquide qui va se mettre à vibrer. Alors il peut se mettre à vibrer parce que à l'autre bout du tuyau, on a une autre membrane, la fenêtre ronde, qui va osciller en fonction des oscillations de la fenêtre ovale. Et donc notre liquide va osciller et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette cochlée. Et comment est-ce que cette vibration est transformée en un message nerveux qui sera compréhensible par le cerveau et qui sera transmis au cerveau par le nerf auditif. Voici une cochlée, donc une cochlée qui a la forme d'un escargot. On voit en son centre, en fait, on a un nerf qu'on appelle le nerf cochléaire qui va renvoyer des informations auditives au cerveau. Mais le cerveau va aussi renvoyer des informations à cette cochlée de manière à s'adapter au bruit, à l'ambiance sonore dans laquelle on est. S'il n'y a pas beaucoup de bruit, on entendra mieux. S'il y a beaucoup de bruit, on entendra moins bien, mais ça sera pour protéger les cellules auditives. Donc on a au final un conduit qui s'enroule à la manière d'un escargot, mais en réalité, si on regarde ce conduit, on voit qu'il est divisé en trois parties, avec une rampe supérieure qu'on appelle la rampe vestibulaire, une rampe inférieure qu'on appelle la rampe tympanique. Ces deux rampes en réalité sont en relation l'une et l'autre ici au niveau de la pointe de notre cochlée. Donc il y en a une qui se jette dans l'autre, c'est le même liquide qu'on trouve dans les deux. Ce liquide, on appelle la périlymphe. Et puis il y a une troisième rampe qu'on trouve sur le côté, la rampe moyenne, qu'on appelle aussi le canal cochléaire. Donc la rampe moyenne qui contient un liquide qui est différent par rapport aux deux autres rampes. Donc elle n'est pas en relation directe en fait, cette rampe avec les deux autres rampes. On appelle le liquide qui se trouve dans cette rampe l'endonymphe. On retrouve cette représentation ici.
Donc à l'intérieur de cette cochlée, on a la membrane que l'on avait vue lors de la première vidéo où on voyait qu'il y avait des cellules qui avaient des cils qui se cassaient. On retrouve l'enroulement sur cette représentation et on voit effectivement qu'on a un lien direct en haut au niveau de l'apex de notre cochlée entre la rampe supérieure et la rampe inférieure et qu'elles contiennent le même liquide. Sur le schéma ici, on s'aperçoit qu'en fait, en bleu, on a bien ce même liquide dans la rampe vestibulaire et dans la rampe tympanique, et c'est un liquide, donc la périnave, qui a beaucoup de sodium, qui contient beaucoup de sodium, bon, quelque chose d'assez logique par rapport à ce qu'on avait pu raconter au début d'année sur les liquides extracellulaires. Par contre, pour ce qui est de la rampe moyenne, on s'aperçoit que c'est un liquide un peu particulier, l'endolymphe, qui contient beaucoup de potassium. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait raconté, nous, au niveau du début de l'année sur les liquides extracellulaires. Si on fait un zoom sur cette rampe moyenne, on s'aperçoit qu'on va avoir un organe qu'on appelle l'organe de Corti, qui est un petit peu particulier. On va faire un petit zoom là-dessus, mais avant, je vous donne deux noms. La membrane supérieure qui délimite la rampe moyenne s'appelle la membrane de Resner. La membrane inférieure qui délimite cette rampe s'appelle la membrane basilaire. Et puis on a une autre membrane qui se trouve ici, qui flotte en fait dans notre rampe, qu'on appellera la membrane tectoriale. Une membrane de Resner en haut, membrane basilaire en bas, et puis à l'intérieur de la rampe, la membrane tectoriale. Voici notre membrane tectoriale, et on s'aperçoit qu'en fait on a nos cellules ciliées externes qui se trouvent là. Celles qui étaient en trois rangées avec des cellules, avec des cils en V. Une membrane tectoriale au-dessus et une membrane basilaire en dessous. Cet organe, c'est ce qu'on appelle l'organe de Corti. C'est cet endroit en fait qui est capable de capter les sons pour les transformer en messages nerveux. Donc si on casse les cellules qui sont là, eh bien on n'entend plus rien. Voilà une photo de notre organe de Corti. On retrouve nos cellules ciliées externes ici. Et puis ici, on retrouve notre cellule ciliée interne. On retrouve ici la membrane tectoriale. Et donc cet ensemble ici va constituer la membrane basilaire. Reprenons une photo qu'on avait vue lors de la première vidéo. On retrouve nos trois rangées de cellules ciliées externes et notre rangée de cellules ciliées internes. Donc on a trois cellules ciliées externes pour une cellule ciliée interne. Ça, c'est une membrane fonctionnelle. Voilà nos CCE. Et puis on va regarder la membrane tectoriale qui se trouve juste au-dessus. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des formes de V. Vous voyez, ici, on a des V qui apparaissent sur cette membrane tectoriale. Pourquoi? Parce que les cils qui se trouvent sur cette photo sont au final ancrés dans la membrane tectoriale qui se trouve au-dessus. Regardons un petit peu plus en détail. Reprenons cela ici. Vous avez sur cette photo une membrane tectoriale qui flotte dans la rampe moyenne, au niveau de laquelle on peut observer justement les ancrages des grands cils des cellules ciliées externes. Sur la photo ici, donc, ont été désolidarisés le site de fixation et le cil, le grand cil d'une cellule ciliée externe. Par contre, ce qu'on comprend bien, c'est que si on a un mouvement de la membrane tectoriale, on va aussi avoir un mouvement des cils. C'est ce qui est représenté sur la figure qui se trouve là. Vous voyez que lorsqu'on a une oscillation, on a une oscillation aussi des cils. Et vous allez voir qu'en fait, on va avoir une entrée de K+, qui va entraîner ensuite une mobilisation du calcium. Donc regardez, entrée de K+, et mobilisation du calcium. Cette mobilisation du calcium va faire quoi? Va faire que nos cellules vont se contracter. Et en se contractant, elles vont abaisser encore plus la membrane tectoriale. Et donc c'est un ampli, puisqu'elles vont permettre d'avoir un mouvement plus grand de notre membrane tectoriale si elle n'avait pas justement cette contraction. Donc bilan, des CCE qui sont ancrés dans la membrane, donc on vient de le dire, ce sont des amplis. Par contre, les CCI qui ne sont pas ancrés dans la membrane, on essaiera de comprendre dans la prochaine vidéo à quoi servent ces CCI. Donc ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, c'est que notre membrane moyenne va être un amplificateur de plus 20 décibels, lié justement à cette contraction des cellules ciliées externes lorsqu'elles s'abaissent. Donc dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur ce rôle d'ampli des CCE et nous comprendrons le rôle des CCI qui va permettre de transformer un son en un message nerveux.
À très bientôt.